Bonjour et bienvenue sur Technapa, la Tech à Papa. Alors ici c'est la vidéo, j'avais un peu oublié de la faire, je suis désolé, j'avais été pris. Mais donc on m'avait demandé si je pouvais faire une vidéo FAQ et c'est quelque chose qui a priori ne me met pas très à l'aise. Mais bon, pour fêter les 50 000 abonnés, je me suis dit, allez, on va voir un petit peu les questions que vous me posez et si ça correspond à ce que je suis prêt à dévoiler, j'y répondrai. J'avais aussi signalé que pour fêter les 50 000 abonnés sur ma chaîne, j'organiserai un concours pour le test de la JG Maker, au terme duquel l'un d'entre vous remportera cette imprimante, la JG Maker R1. Et ben, je suis occupé de faire le test de cette JG Maker, donc bientôt il y aura cette vidéo où vous pourrez remporter cette imprimante 3D JG Maker R1. Alors, j'ai reçu à peu près une trentaine de questions, ce qui n'est pas énorme, mais bon, ce qui a quand même du matériau suffisant pour pouvoir répondre à quelques questions. Il y a des questions qui se recoupent, qui sont libellées autrement, mais qui posent la même chose. Il y a des questions que je ne répondrai pas. Il y en a, je pense, qui se sont amusés, où il y a eu des petits trolls. Voilà, je ne vais pas, je ne vais pas répondre à des questions sur ma sexualité ou sur le physique de ma femme, donc ça c'est non. Pour le reste, voilà, j'ai regroupé un peu les questions entre elles pour que ce soit un peu cohérent. Je vais pas répondre 10 fois à la même question et je regarde les questions sur mon écran secondaire. Donc si vous me voyez tourner la tête, c'est que je lis les questions sur le formulaire de Google Forms. Alors première question, très orientée impression 3D, c'est quoi l'imprimante que tu as utilisée, que tu as préférée jusque maintenant? C'est une question qui est compliquée parce que c'est une question qui est dans l'absolu. Quelle imprimante cartésienne, quelle imprimante Delta, quelle imprimante fermée, quelle imprimante pas fermée, et pour quel usage? Donc alors oui, ok, c'est une réponse de ce que vous voulez, jésuite, breton, bruxellois, voilà. Mais quelle est l'imprimante que j'ai préférée? J'aurais envie évidemment de répondre la Bambu Lab X1C parce que voilà, c'est une imprimante, c'est déjà l'imprimante la plus chère que je me suis payée. J'y ai passé énormément de temps et ça m'a fort passionné. Elle est arrivée à un moment où, bien que ça existait déjà des imprimantes Core XY fermées, elle est arrivée avec une proposition qui a un petit peu bousculé les codes de l'impression au moment où c'est arrivé, et donc il y avait quand même une forme d'excitation. Maintenant, je dois dire que avec tous les tests que j'ai faits et avec beaucoup de propositions qui sont arrivées depuis, même ma X1C, elle est là, mais je l'ai plus allumée, je pense, depuis 3 ou 4 mois. Maintenant, si on prend la question autrement, et qu'on se dit quelle est l'imprimante sur laquelle tu as fait tes projets les plus fun, c'était la Unicubic Cobra Max, parce que, elle était grande taille, et je me suis amusé à faire des trucs de grande taille, et puis voilà, ça c'était plutôt fun à faire. Bon alors, autre question, à quoi ressemblerait ton imprimante 3D idéale? C'est marrant parce que j'en discutais il y a pas si longtemps avec quelqu'un. Je pense que mon imprimante 3D idéale, là, maintenant, ce serait la Kiddy X Max Max. Donc en fait, on repartirait sur la Kiddy, avec un plateau de 45 sur 45 sur 45 pour avoir encore plus d'espace pour des projets plus grands. Le système de changement de bus de la Flashforge et un look plus sobre parce que elle est quand même moche, la Kiddy. Alors seriez-vous prêt à faire un tuto pour débutants sur Fusion 360, vraiment débutant ou autre logiciel de modélisation? Oui, je pourrais le faire, tout à fait, c'est une bonne idée. Alors je ne suis pas le plus grand expert de Fusion sur 360, parce que c'est pas, moi j'utilise Shaper 3D pour la modélisation paramétrique et Blender et ZBrush pour la modélisation plus organique, mais Fusion 360, j'ai quand même des bases suffisamment solides que pour pouvoir faire en tout cas une introduction au logiciel pour les grands débutants, mais je m'avancerai pas à une formation complète dans les fonctions les plus avancées. En plus, je pense qu'il en existe déjà d'excellents.
Mais voilà, pour répondre à la question, moi je suis toujours ouvert et j'aime bien les formations pédagogiques. Hein. Alors bon, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup sur ma chaîne de vidéos de tests ces derniers temps, mais j'aime bien les formations pédagogiques, j'aime bien les faire et il paraît que je les fais pas trop mal. Donc si vous avez d'autres idées, dites-le en description. Hein. Si vous avez d'autres idées de logiciels pour lesquels vous aimeriez que j'adapte un peu ma méthodologie pédagogique pour donner des bases, pour expliquer un peu, dites-le. Hein, je me demande toujours, tiens, quel logiciel serait le plus pertinent pour lequel je vais former. D'ailleurs, c'est encore une autre question et j'anticipe un peu. On m'a demandé de pouvoir faire une petite formation aussi sur certains logiciels que j'utilise pour monter mes vidéos et notamment les shorts, et c'est quelque chose que j'ai en tête et que je pense que je vais faire dans pas longtemps. Alors j'ai une question qui me dit: bonjour, pouvez-vous mesurer et communiquer sa consommation en fonctionnement? Merci, je suis désolé pour la personne qui me pose la question, mais je ne vois pas de quoi tu parles, de quelle machine, puisque voilà, tu réponds dans un formulaire Google Form, donc si tu te reconnais, n'hésite pas dans la description à dire de quelle machine tu parles, ce sera plus facile. Alors bonjour, félicitations, je voudrais savoir si tu vis plein temps de la chaîne YouTube et combien tu gagnes. Alors ça c'est une question, j'ai choisi cette question-là, mais il y a pas mal de fois la question qui est revenue, hein, combien te rapporte la chaîne YouTube, est-ce que tu en fais du temps plein, combien de temps ça te prend par semaine? Et donc, voilà, je trouve que la manière dont la question a été posée, là, ici, formule bien. Donc, est-ce que je vis temps plein de la chaîne YouTube? Non, pas du tout. Alors, je travaille pratiquement temps plein sur la chaîne YouTube parce qu'en fait, là, maintenant, et c'est la raison pour laquelle j'avais dit, il va falloir que je mette un petit peu, que je ralentisse la pression. Concrètement, pour le moment, j'ai à cœur de continuer à être sérieux vis-à-vis de mon travail professionnel. Donc, j'ai mon travail professionnel pour lequel... C'est aussi une question qu'on m'a posée, j'y reviendrai après, mais pour laquelle je travaille, donc je suis attaché communication et particulièrement communication graphique. La chaîne YouTube au début était un petit loisir, hein, c'était, j'avais envie de, j'avais envie de partager du temps, partager quelques connaissances et j'ai fait quelques petites vidéos qui ont commencé à prendre et je dois dire que j'ai eu la chance d'avoir l'arrivée de la Bamboo Lab puisque j'avais fait la formation Bamboo Studio qui a énormément bien marché, surtout pour le nombre d'abonnés que j'avais sur la chaîne à ce moment-là. Et puis j'ai sorti le test complet de la X1C qui a marché aussi d'enfer. Et voilà, j'ai été pris dans cette dynamique à faire pas mal de formats pédagogiques, quelques tests, et c'était des tests de machines que je m'achetais moi, ou de produits que je m'achetais moi. À ce moment-là, j'avais un rythme de vie peut-être un peu plus sain puisque j'avais mon boulot et puis le soir, je passais 1 heure sur la chaîne YouTube, 1 heure, 2 heures. Des fois, j'y consacrais une soirée pour finir une vidéo, mais après, je prenais le temps aussi de faire mon loisir, hein, c'est-à-dire imprimer pour moi et peindre ce que j'imprimais. Donc ça, il y avait un peu plus d'équilibre peut-être à ce moment-là. Et puis oui, je me suis laissé pris. Bon, on a commencé à me proposer des machines gratuites pour en faire un test et je suis humain. Et donc, j'étais flatté à la fois de recevoir des machines gratuites, curieux de pouvoir tester des machines que j'avais pas forcément les moyens de me payer par moi-même, et j'ai accepté beaucoup trop de machines. Hein, pour vous donner une petite anecdote, il y a eu un moment donné. Dans mon salon à la maison, je pense qu'il y avait une dizaine ou une douzaine de grosses boîtes. Enfin, j'avais l'impression que mon salon était devenu un entrepôt. Alors pourquoi? Pas parce que j'ai accepté dans les 5 jours qui précédaient 12 tests. Parce que c'est aussi ça qui est compliqué, c'est que je reçois un mail, ah bonjour, je représente telle société, on aimerait bien vous faire tester telle machine, est-ce que vous voulez bien? Je dis oui parce que voilà, c'est chouette. Je dis oui, puis j'ai pas de nouvelles. 6 semaines, 8 semaines passent, pas de nouvelles. Entre-temps, j'ai reçu un autre mail et j'ai accepté puisque je me dis ça va, j'ai le temps. En plus l'autre, ils ont l'air d'avoir abandonné. Et puis voilà, j'essaye de calculer en me disant là j'en ai déjà accepté 3 ou 4, mais ça devrait aller. Et puis à un moment donné, comme ça, une semaine, il y a, alors j'imagine que c'est parce qu'en fait ils me l'envoyaient de Chine et puis il y en a qui m'envoient ça d'Allemagne. Mais j'accepte un test un lundi matin
Et la machine est arrivée le lendemain en même temps que 5 ou 6 autres machines, dont des machines qui m'avaient été proposées mais presque 3 mois auparavant, qui arrivaient là, hein, pour lesquelles je n'avais pas eu de numéro de suivi. En plus de ça, le lendemain, je reçois, je crois, 3 ou 4 machines que j'ai même pas demandé. En fait, il me l'envoie directement. Et il me demande même plus mon avis en fait. Certaines marques, hein, voilà, je viens de terminer un test d'un de leurs produits, et c'est beaucoup avec les graveurs laser ça. Je viens de terminer un test de leurs produits, ils sont très contents de la vidéo, et puis après je reçois, soit ils m'envoient même pas un numéro de suivi, je suis pas au courant qu'ils vont m'envoyer une machine. Et puis je reçois la machine qui arrive à la maison. Alors je dis tiens, c'est normal que j'ai cette machine. Je leur envoie un mail. Ils font ah oui, c'est un cadeau pour vous avoir remercié pour la vidéo. Mais si vous pouvez en faire une vidéo, ce serait vraiment très très chouette. Alors oui, je sais que je pourrais dire bah non, vous m'avez pas demandé, donc il y aura pas de vidéo. Et dans une logique comme ça très et je devrais peut-être le faire, hein, mais dans une logique très commerciale par rapport à ma chaîne. Mais je sais pas, je me dis bon, il me l'a envoyé gratuitement, c'est poli de faire une vidéo, donc je fais une vidéo, et c'était peut-être pas toujours une vidéo sur un produit que moi j'avais forcément envie de faire, mais voilà, hein, c'est le genre de choses qui est arrivé plusieurs fois. Alors maintenant, je peux dire, j'ose dire, parce qu'avant j'osais pas, il me demandait vous pouvez les faire pour dans 15 jours, et puis je disais oui, ben d'accord, hein, et donc je me faisais un planning de dingue, et j'en arrivais, pour répondre à la question, à des semaines de 80-90 heures. Vraiment, pendant 3 mois, là, entre juillet et... Enfin, même 4-5 mois, entre juillet et il y a 3 semaines, j'étais à des semaines de 80-90 heures de travail sur la semaine, entre mon boulot, pour lequel je bosse à peu près 40 heures, et la chaîne YouTube, puisque la chaîne YouTube, c'est aussi... Alors, les choses arrivant et n'ayant pas envie d'avoir des problèmes, j'ai pris une activité complémentaire. Chez nous en Belgique, donc c'est un indépendant pour du temps en plus du job principal pour lequel je suis salarié. Et ben voilà, c'était... alors j'ai des impôts à payer, des cotisations sociales parce que j'ai décidé de le faire, parce que moi j'essaye d'être très très strict, mais je vais m'arrêter là sur ce point-là parce que c'est une question qui revient après, et donc j'expliquerai un peu plus. Mais donc concrètement, voilà. Là, pour le moment, j'en étais à 80-90 heures. Je ne vis pas temps plein. Et question de l'argent, je vais l'expliquer tout de suite maintenant pour lire. Je vais lire une autre question qui dit « Tu reçois plein de machines, qu'est-ce que tu fais de ces machines et combien tu arrives à dégager de sous avec tout ça ?» Donc alors, la manière dont je fonctionne avec mon modèle économique à moi, c'est donc j'ai une activité complémentaire pour laquelle je pars du principe, et je sais qu'il y en a qui disent non, il faut pas faire ça, et qu'ils le font pas, et on a eu un débat avec voilà, on est quelques youtubeurs à avoir fait un groupe de discussion sur Messenger, et puis ça nous permet de discuter entre nous un petit peu de notre pratique, essayer de garder une certaine éthique dans notre pratique, et donc on en discute. Cette question-là s'était soulevée, c'était tiens, qu'est-ce qu'on fait des machines qu'on reçoit? Est-ce qu'on doit dire à chaque fois que c'est une communication commerciale ou non? Enfin voilà. Et c'est vrai que j'ai tendance à essayer d'être plus catholique que le pape, parce que tout simplement j'ai pas envie de me retrouver avec des problèmes avec l'administration fiscale à un moment donné. Et peut-être que j'en aurai, parce que je suis même pas certain. Chez nous en Belgique, donc je rappelle que je suis belge et en France c'est probablement différent. Chez nous en Belgique c'est assez flou. Je sais qu'il y a une nouvelle loi qui est sortie, alors une loi économique et en même temps une loi fiscale, donc c'est de 2 sources juridiques différentes, qui est sortie au mois de juin pour durcir de manière claire l'activité des influenceurs. Je sais qu'en France c'est aussi le cas, mais cette loi, la version économique de la loi précise la définition de ce qu'est un influenceur, de ce qu'est un revenu pour un influenceur. Et c'est très clair, au niveau du revenu, ils disent que tout ce qu'on reçoit, même un produit gratuit, est un revenu. Et il faut alors valoriser dans son entreprise ce revenu d'une manière ou d'une autre et payer des impôts dessus. Imaginons que je reçois une machine de 1000 euros, c'est considéré comme un revenu, et ces 1000 euros, je dois les déclarer comme revenu et je suis imposé dessus.
Donc, sur les 1000 euros, je vais avoir des impôts à payer dessus. Et donc, une machine qui est gratuite pour moi me coûte de l'argent, elle me coûte les impôts. Et ça, c'est les impôts sur le revenu. Il y a aussi la TVA, et la TVA, c'est aussi autre chose. Et là, pour moi, c'est pas encore tout à fait clair, donc je paye, je sais, beaucoup plus, à mon avis, que ce que je devrais. Donc, j'espère que quand il y aura la régularisation des impôts, je me suis pas trompé et je récupérerai un petit peu plus. Surtout que j'ai essayé de voir des comptables et c'est tellement spécifique parce qu'on est dans un secteur, c'est compliqué. Normalement, ce qu'on me dit, c'est pas dur. Tu as un contrat avec les marques et tu as une fiche fiscale sur tes produits et c'est sur cette base-là. Mais en fait, non, on n'a pas de contrat avec les marques et on n'a pas de fiche fiscale. Les entreprises chinoises nous envoient les machines sans contrat, sans fiche fiscale. Alors vous allez me dire, bah ouais, c'est pas dur, alors tu gardes la machine et tu fais rien. Oui, c'est vrai, hein, fondamentalement, je peux le faire. Et, et la firme, c'est la dernière fois qu'ils m'envoient quelque chose et que je travaille avec eux. Et moi, c'est pas mon éducation, je trouve pas ça correct, mais fondamentalement, oui, effectivement, il n'y a pas de contrat. J'ai pas de risque juridique de ne pas exécuter le contrat moral et tacite que je passe avec eux. Pour en revenir aux impôts, c'est qu'en termes de TVA, normalement, quand on acquiert un bien, on récupère de la TVA dessus. Quand on vend un bien, on paye de la TVA dessus. Et c'est là la difficulté, parce que quand je revends d'occasion une machine, c'est très clair. Je paye de la TVA sur le prix de la valeur d'occasion. Et donc, en fait, quand je vous revends une machine à vous, déjà, j'essaye, hein, vous le voyez, parce que j'ai pas une maison assez grande pour garder toutes les machines que je teste et que j'ai. Plus certaines ne m'intéressent pas parce qu'elles sont pas correctes ou pas bien. Certaines oui, hein, mais d'autres parce que simplement elles font double ou triple ou quadruple emploi avec quelque chose que j'ai, n'apportent pas une grande valeur ajoutée par rapport à ce que j'ai déjà. Moi, par exemple, la plupart des machines Core XY, je les garde pas parce que j'ai ma Bamboulab. Alors j'ai gardé la FlashForge et là je suis même occupé de me poser la question parce qu'en fait la Bamboulab X1C, la Kiddy qui est celle que j'utilise le plus pour le moment et la FlashForge qui pour moi a comme valeur ajoutée, elle est excellente, mais par rapport à la Kiddy, elle n'a comme valeur ajoutée à mes yeux, hein, pour mon usage, que la buse interchangeable. Je les garde pas toutes et donc je les revends. Et vous avez pu voir, si vous me suivez sur mes réseaux sociaux, j'ai tendance à vouloir vous faire profiter aussi de ce que les firmes m'envoient. Et donc, je pense que vous êtes plusieurs vous êtes plusieurs qui me suivent à pouvoir avoir profité d'une machine à bas coût quand même, hein, une machine qui n'a été utilisée que pour les tests, que j'envoie à un prix très intéressant, même en termes d'occasion. Et sur ce prix-là, hein, imaginons qu'une machine, une machine qui neuve là est vendue 750 euros. Je l'ai vendue 420 euros, ce qui je pense était correct pour une machine qui a tourné que pour des tests. Et là-dessus, je dois retirer 21% pour la TVA. Et donc ce qui me reste, et ce qui reste entre guillemets comme argent pour l'entreprise et pour le travail que j'ai fait, parce que si on pense de manière purement commerciale, et je pense pas comme ça, c'est pour ça que je me permets de le faire. Moi, je pense, je reçois des machines, ça me fait plaisir de les tester. Je pense pas en termes de rentabilité, parce qu'en termes de rentabilité, je vais tester une machine. Hein. Prenons un exemple d'une machine que j'ai testée récemment, la Bamboulab A1. Elle est pas encore sortie, mais je suis là occupé de la tester. J'ai à peu près une quinzaine d'heures de travail dessus. Hein. Je parle pas encore du montage et de la vidéo, de travail dessus parce que je la monte, parce que je la règle, parce que j'imprime, parce que j'imprime pas mal de choses pour la prendre en main et je vous montre pas tout ce que j'ai imprimé, sinon les vidéos seraient trop longues et chiantes. Donc voilà, là-dessus, j'avais à peu près une quinzaine d'heures de travail sur l'imprimante. À côté de ça, je filme tout et j'ai des rushs et j'ai pour à peu près 5 heures de rush. Donc je fais un montage avec à peu près 5 heures de rush pour garder une vidéo qui fait 40 minutes au final. Le montage, des fois, me prend 7-8 heures. Parce que je suis un peu perfectionniste aussi. Je pense que certains... Alors, je dis pas que mes montages sont parfaits et que c'est du cinéma. Hein. Il y a plein de choses chaque fois que je vois que j'essaye de m'améliorer. Mais voilà, et j'apprends aussi. Hein, j'ai une bonne base déjà dans les logiciels de montage, mais j'apprends progressivement. Bon, je suis déjà très long sur cette partie-là, donc je vais essayer de raccourcir un peu. Donc je disais, purement en termes de rentabilité, l'activité n'est pas rentable du tout. Puisque là, si on associe les deux, je suis à 20-25 heures de travail sur une vidéo pour une machine et
une machine de 750 euros, et je fais pas la différence, hein, une machine de 150 euros, une machine de 2000 euros, je mets le même temps, le même énergie et le même sérieux à travailler dessus. Donc voilà. Et ben, dans cet exemple-là, je revendais 450 euros, moins la TVA, à peu près une centaine d'euros, et ben j'ai 350 euros. 350 euros pour 25 heures de travail, c'est pas mal, mais c'est pas non plus extra. Et surtout quand vous voyez que la plupart des machines que je teste, ben, c'est vrai que j'ai la chance d'avoir testé des machines un peu plus chères, et ce qu'il y a, c'est que malheureusement ces machines en général je les garde pour moi. Comme le laser, la X-Tool F1, ben, je l'adore, je le garde pour moi. Donc ben, finalement, voilà, alors oui, je suis rémunéré, je l'ai gardé, je n'ai pas dû le payer, je suis d'accord, hein, je ne dis pas le contraire. Mais la plupart des machines que je teste sont par exemple des imprimantes qui valent 200, 250 euros, que je vais revendre 150 euros. Donc c'est 150 euros pour 25 heures de travail alors du coup. Donc ça, c'est si je pensais dans une logique commerciale, et heureusement je le fais pas, parce que sinon je pense que j'arrêterais, et puis ce serait pas l'objectif de ma chaîne. Et c'est aussi pour ça que je dis, je veux faire moins de tests, parce que ça me prend du temps, et beaucoup de temps, et du temps auquel je peux pas non plus consacrer à d'autres types de vidéos que vous appréciez également et que j'apprécie faire, des vidéos plus astuces, plus pédagogiques, etc. Alors une autre question que je vois, c'est est-ce qu'il t'arrive d'offrir des machines? Alors oui, il m'arrive d'offrir les machines. J'ai par exemple offert, ou pratiquement offert, puisque je l'ai vendu pour 50 euros pour couvrir la TVA, pour le Discord du comptoir des printers, une machine pour qu'ils puissent aider un petit peu plus les gens qui ont cette machine-là. Je vais là offrir une machine, alors c'est pas moi qui l'offre entre guillemets, mais d'une certaine manière oui, puisque c'est une machine qui était destinée à moi pour faire un test, et puis j'ai demandé à la marque si je pouvais ne pas faire un test et l'offrir à une école qui veut s'équiper en imprimante 3D, et ça c'est une vidéo que je vais aller filmer au mois de janvier. Donc voilà, j'ai déjà offert une machine à un ami. Je pense qu'au final, j'ai offert à peu près 8 machines. Alors vous allez dire, oui, je pourrais offrir beaucoup plus. Oui, c'est vrai, hein, on peut toujours être de plus en plus généreux et faire beaucoup plus. Mais voilà, c'est quelque chose que je dois trouver l'équilibre entre faire vivre un peu mon entreprise, parce que des coûts j'en ai également, hein, j'achète les matières premières, j'ai pas tous les filaments me sont pas offerts, hein. Alors peut-être qu'un jour, hein, je sais qu'il y a des youtubeurs un peu plus grands et ils achètent plus rien du tout. Moi, à peu près, j'achète quand même encore pas mal de choses. Il y a des machines que j'achète parce qu'en fait, je n'ai pas d'accord avec la marque, et j'ai envie de la tester. Ou alors, on m'a beaucoup demandé de pouvoir la tester. Et ça, c'est peut-être pas très bien en termes de rentabilité. Mais il m'est déjà arrivé d'acheter une machine qui ne m'intéressait pas, simplement parce que je sais qu'elle suscitait une attente et que je n'avais pas réussi à avoir un partenariat. Donc voilà, donc j'ai des coûts, je perds, et du coup après, comme elle m'intéressait pas et qu'elle prenait la place dans l'atelier, ben, je l'ai revendue à bas coût, et c'est juste de la perte sèche pour moi, parce que ça m'a pris du temps, ça m'a pris de l'argent, mais ça a répondu à ce qui était important pour moi, qui était, ben tiens, ça, ils étaient intéressés d'en savoir plus sur cette machine, et puis j'avais envie de répondre à leurs demandes selon ma méthodologie. Alors, une question, quelle est l'impression la plus utile que vous ayez fait avec votre imprimante 3D? Fondamentalement, l'impression la plus utile que j'ai fait avec mon imprimante 3D, ce sont des charnières pour mon frigo. Voilà, j'ai modélisé des charnières parce que je ne retrouvais pas, elles étaient cassées, c'était chiant à commander. Et c'est probablement ce qui m'a été le plus utile, vraiment en termes d'utilité directe. Alors, j'ai quand même imprimé toute une série de choses, soit dont je trouvais les modèles, soit que je modélisais moi-même avec, et donc la maison a toute une série de petits gadgets qui sont utiles, voilà, mais ça, je pense que c'est fondamentalement ce qui était le plus utile. Alors il y a une question. Qu'est-ce que t'as eu comme bagnole jusque-là, et qu'est-ce que t'as comme bagnole maintenant? Alors, je sais pas si ça a un rapport avec l'impression 3D, mais j'ai eu une Xara Picasso. Enfin, la toute première voiture que j'ai eue, c'était une Seat Marbella turquoise, très moche au demeurant. Une Xara Picasso, une toute vieille, une Sandero, donc une Dacia Sandero, une Renault Mégane, une Citroën Berlingo, une Renault Scénic, un grand Scénic, et là maintenant j'ai un Kia Sportage. Voilà.
Le pire conseil, quel est le pire conseil que vous ayez entendu concernant l'impression 3D ou la gravure laser? Je ne sais pas répondre à cette question. J'ai déjà entendu des conneries monumentales, et d'ailleurs beaucoup sur certaines chaînes que je vous déconseille de suivre, mais je ne vais pas rentrer dans ce débat-là. Je pense que certains qui me connaissent savent de quoi je veux parler. Et je dirais pour la gravure laser de découper du vinyle, de faire des autocollants. J'ai vu une vidéo, deux vidéos qui étaient complètement connes. Une à propos d'utiliser et d'imprimer pour de l'alimentaire, et c'est pas, c'est pas une bonne idée, parce que même si vous utilisez du filament dit alimentaire, il faut que votre machine soit également dans un environnement qui ne va pas développer des bactéries. Moi je déconseille quand même fortement l'utilisation domestique, l'utilisation d'imprimantes 3D domestiques pour de l'alimentaire. Et quand on parle de l'alimentaire, je parle de contenants, hein, je parle pas d'imprimer de la bouffe. C'est voilà. Mais l'autre chose qui est encore plus grave, parce qu'ici, bon, c'est juste de la prudence, hein, c'est pas terrible, mais je ne sais pas quel est vraiment l'impact. Mais par contre, quelque chose qui, lui, est vraiment criminel, je trouve, c'est les vidéos qui vont vous montrer ou vous expliquer comment utiliser votre graveur laser pour faire de la découpe sur du papier vinyle. Parce que c'est un poison mortel, ce qui se dégage du vinyle qui est découpé avec un graveur laser. Ne faites jamais ça. Et en tout cas, si vous le faites, faites-le avec un caisson hyper bien aéré, avec un système de purification d'air, parce que le vinyle, il y a des composants chlorés à l'intérieur qui se libèrent au moment de la découpe, et ça va vous tuer vos poumons. C'est vraiment, j'ai déjà vu ça, et ça c'est pour moi l'un des pires conseils. Alors si tu devais choisir entre ne plus jamais utiliser une imprimante 3D ou plus jamais utiliser une graveur laser, laquelle abandonnerais-tu et pourquoi? Ben la graveuse laser. Alors pourquoi? Parce que je l'ai déjà dit en fait, ce qui m'amène à tester pas mal de graveurs laser sur la chaîne, c'est parce que les sociétés de graveurs laser sont un peu plus généreuses que les sociétés d'impression 3D, et donc j'ai accepté, mais c'est beaucoup plus exigeant, ça prend beaucoup plus d'espace aussi, et avec mon usage, je préfère l'impression 3D que la gravure laser. Alors j'aime beaucoup la gravure laser, hein, et je trouve ça très passionnant, et j'aime apprendre et tout ça, mais ce que je fais pour moi-même, hein, au final, en dehors des vidéos, j'utilise beaucoup plus l'impression 3D que la graveuse laser. Alors je pourrais me passer des deux, hein, fondamentalement. C'est un loisir que j'ai, c'est quelque chose que j'aime, qui me plaît, mais c'est pas un besoin vital dans les deux cas. Mais si je dois choisir une des deux, ce serait la graveuse laser qui dégagerait. Est-ce que tu as déjà pété une de tes imprimantes 3D? Alors, oui, pas une, plein, surtout au début, parce qu'on apprend par essai-erreur et que j'ai beaucoup appris, donc j'ai beaucoup cassé. Voilà, donc là j'ai envie de vous dédramatiser aussi. Si vous faites des conneries monumentales, que vous gérez mal votre leveling et que vous greffez votre plateau et que vous pétez votre buse, que vous avez tellement serré votre courroie parce que vous gérez pas la tension de la courroie, que en pleine impression elle explose et vous pétez votre courroie, que vous avez bouché des buses complètement parce que vous avez mal géré les paramètres du filament, et ben simplement vous apprenez. Voilà. Je l'ai fait plein de fois. Et ça m'arrive encore souvent. Alors, je crois pas que c'est intéressant pour vous que je vous fasse une vidéo de tous mes échecs, mais oui, j'ai encore régulièrement des échecs avec mon imprimante. Et je pense que c'est le cas de tous les youtubeurs et de tous les spécialistes tech. C'est pas possible. On oublie des fois, il y a un paramètre qu'on n'a pas mis, on a été un peu vite parce qu'on est occupé et on a l'habitude avec quelque chose, et oui, on a vite fait quelque chose. Les échecs, et on apprend toujours de ça, on apprend de ces échecs, et en impression 3D, c'est vrai comme partout ailleurs. Alors j'ai pas mal de questions concernant mon chat. Est-ce que je mets mon chat dans les vidéos pour faire plus de vues?
Ben ouais, et donnez-moi du pognon, s'il vous plaît. Je vais bientôt avoir une cagnotte, verser la cagnotte. Non, je rigole, c'est pas vrai, je ne ferai jamais de cagnotte sans ma chaîne. Je le fais pas pour faire plus de vues. Je trouve ça sympa parce que mon chat, bah, c'est un chat quoi. De temps en temps, il me casse les pieds. Je le laisse pas aller dans mon atelier quand j'y suis pas. Mais il arrive des moments où j'ai la porte fermée de l'atelier et je suis seul dans la maison. Il s'ennuie et il miaule derrière la porte. Ça m'emmerde, alors j'ouvre la porte. Il vient. Et puis c'est Disneyland pour lui parce qu'il y a des cartons dans le truc. Alors il saute, il fait du bruit. Des fois je filme, il vient se foutre devant moi. Enfin bref. Et de temps en temps, je garde certains de ces moments parce que, bah, en même temps, c'est mon chat, je l'adore mon chat et donc, bah, voilà, je trouve ça. Voilà. Mais il n'y a pas de recherche de mettre des chats pour avoir des chats. Enfin, voilà. Bah, c'est pas en tout cas. Et si ça l'est, bah, c'est inconscient. Il y a une question à propos de mon chat. Votre chat s'intéresse-t-il à vos projets d'impression 3D? J'ai essayé de lui demander, il m'a pas répondu. Voilà. Alors je lui ai imprimé déjà des choses, hein, des jouets comme ça. Il y a d'ailleurs une vidéo sur ma chaîne avec, il peut faire tourner, faire tomber des croquettes, mais je suis pas convaincu qu'il soit conscient que c'est les machines avec lesquelles il vient m'emmerder qui lui fabriquent ça. Donc voilà. De là, si la personne était sérieuse et espérait une réponse, mais je ne sais pas si mon chat s'intéresse à l'impression 3D. À part l'impression 3D, quels sont vos hobbies et intérêts? Alors, à part l'impression 3D, donc mon boulot, hein, ici surtout, voilà, ça fait 2 ans que j'ai ce boulot en tant que graphiste. Je suis pas mal actif dans des organisations caritatives. Et il y en a 2 principalement qui m'occupent vraiment beaucoup de mon temps. Une organisation philanthropique et une organisation qui aide à réaliser le rêve d'enfants malades, Mistral Gagnant. Voilà, donc ça c'est principalement ça. Et à côté de ça, ben ma famille, alors les grands sont un peu plus grands, donc ça les emmerde plus qu'autre chose que j'essaye de passer du temps avec eux. Mais le petit et ma femme, voilà, c'est probablement mon hobby préféré avant même l'impression 3D. Et bah les jeux vidéo et principalement les jeux de rôle, voilà. Alors j'ai longtemps joué à World of Warcraft. Maintenant j'ai plus trop le temps ni plus trop l'envie, mais voilà, je joue, j'ai des consoles de jeu, je joue principalement à la console de jeu. Quand j'ai le temps, c'est-à-dire plus beaucoup depuis quelques mois, mais voilà, ça c'est mes loisirs. Et alors la lecture, j'aime beaucoup la littérature fantastique. Ça aussi, c'est quelque chose qui me plaît pas mal. Je suis un grand fan de Stephen King. Donc, donc voilà. Alors, autre question. Quel est ton job principal? Il y a aussi une autre question qui demande quel est ton parcours de formation. Mon parcours de formation, pour faire simple, je suis sociologue de formation. Voilà, j'ai fait des études de sociologie à l'Université libre de Bruxelles il y a quelques années et j'ai travaillé principalement dans cette fonction-là, alors à différentes fonctions, dans mon parcours de vie, puisque je suis principalement fonctionnaire d'État en Belgique, hein, donc j'ai travaillé pas mal au niveau des ressources humaines, de la sociologie des organisations, et le dernier travail que j'avais dans ce champ de compétences-là, c'était travailler sur l'intégrité publique et notamment faire partie des délégations belges qui allaient à l'ONU ou dans les grands organismes internationaux pour travailler dans les groupes de travail qui amènent à des résolutions au niveau international. Et à ce titre, j'étais parti à Abu Dhabi dans une grande conférence, on dit l'UNCAC, hein, donc c'est United Nations Against Corruption, un énorme bazar, et je négociais avec les autres États des articles et textes qui devaient rentrer dans les travaux qui sortent de ce genre de choses, hein, résolution dans le cadre de l'ONU, j'ai fait pour l'Union européenne, enfin voilà. Ça, c'était mon dernier travail hyper sérieux. Et alors si je le cite, hein, c'est pas pour faire ouais, regardez, je suis un trop. Non, c'est pas ça. C'est parce qu'en fait, vous devez pouvoir quand même percevoir qu'un travail comme ça, c'est quelque chose qui est exigeant, qui est pas forcément sexy et cool. Alors oui, ouais, t'as été à Abu Dhabi, bah ouais, j'étais à Abu Dhabi, j'ai rien vu d'Abu Dhabi, hein.
J'ai fait une semaine de 120 heures, je pense, cette semaine-là pendant le truc, où on était jusqu'à 4 heures du matin à négocier une virgule sur un article en étant toujours dans le même centre de conférence qui est à côté de l'aéroport, et l'hôtel était à côté. Et voilà, je me suis baladé une matinée, enfin même pas 2 heures dans une matinée, dans le périmètre d'Abu Dhabi, j'ai rien vu, hein, donc voilà. Mais ben ouais, c'est quand même intéressant, mais c'est un rythme de fou. Et comme beaucoup, alors là j'anticipe sur une troisième question, donc comme ça je réponds à 3 questions en coup, qui est qu'est-ce qui t'a décidé à te lancer dans l'impression 3D. On arrive comme ça, donc à Abu Dhabi, j'y suis fatigué d'une semaine de dingue, et on est en décembre 2019. Alors vous me voyez venir, hein, décembre 2019, et puis le Covid nous tombe dessus. Et là, je continue mon activité, mais au lieu de quand même profiter de pouvoir aller dans un voyage, je devais aller au Japon, je devais aller en Islande, je devais aller en Norvège, je devais aller en Suède cette année-là, puisque ce texte-là sur lequel je travaillais, on était quand même fort dessus. Et tout s'est fait en vidéoconférence. C'était horrible parce que les gens n'avaient pas de bon micro, ça faisait mal à la tête. Les traductions, enfin voilà, l'anglais, quand on travaille en anglais ça va, mais beaucoup dans ces organismes internationaux ne travaillent pas en anglais. C'est des cabines de traduction, mais les Russes, les Iraniens, tout ça, ils travaillent pas en anglais. Et donc là c'était le bordel, ça faisait mal de tête. J'étais là à la maison et voilà, j'étais dans un moment de ma vie où je me disais, mais est-ce que ce que je fais là, je suis heureux, on est là avec le Covid, je vois les gens ils crèvent par milliers autour de nous, on voit des sacs avec des gens, donc compliqué. Et au même moment, j'apprends une très mauvaise nouvelle médicale. Alors hop, 4e question, t'as quoi à la main? Alors ça c'est quelque chose qui est revenu plusieurs fois, oui, hein, ce fameux gant que vous voyez régulièrement, que j'ai en permanence. Alors c'est ça, j'apprends une mauvaise nouvelle, et donc j'apprends que je suis j'apprends à ce moment-là que je suis atteint d'une maladie où c'est pas encore certain, mais c'est fortement probable, une maladie, en gros une sclérose en plaques. Et une des conséquences de ça, c'est un impact sur sur différents points de mon système nerveux, et notamment une sensation de brûlure permanente à ma main. Alors le gant, c'est quoi? C'est que, imaginons que vous êtes brûlé sur la paume de la main. C'est ça fait mal, ça picote, et l'air dessus ne fait qu'augmenter la douleur. Vous mettez un bandage, ça soulage la douleur. Eh ben c'est ça. Sauf que moi, cette sensation, je l'ai en permanence, et vraiment de manière continue. À côté de ça, je me rends compte que ma dextérité, l'usage de mes doigts commence à devenir vraiment compliqué. Ça me fait mal quand je fais des choses. Et à ce moment-là, mon seul loisir quand je bossais pas, c'était les jeux vidéo. J'étais pas du tout dans un côté bricoleur ou tout ça, mais je me rends compte que je perds l'usage de mon corps. Et voilà, ça me va pas. Je me dis putain, j'ai une vie de merde, je suis crevé, je bosse tout le temps. Le seul loisir que j'ai, c'est des jeux vidéo. Alors je ne critique pas les jeux vidéo, j'adore les jeux vidéo, hein, mais voilà. En même moment aussi, mon fils, mon grand, qui est pour moi la prunelle de mes yeux, ça devient difficile avec lui, vraiment très difficile. C'est un ado. Voilà, je vais pas parler de lui plus que ça, mais dans ma vie, ça devient vraiment difficile. Je perds mes repères, et je suis là enfermé comme beaucoup dans ma maison. Je deviens dingue tout simplement, et je fais un burn-out. Voilà, je craque, hein, tout simplement, et j'ai été pendant 2 ans out de mon boulot. J'ai littéralement craqué. Et plutôt que de rester pendant 2 ans comme ça, il a fallu que je mène un projet. Je décide d'aller voir un psy, et avec lui, on met en place l'idée de se rebooster et de prévoir un projet, et notamment un projet de transition professionnelle. Et c'est là que 2 choses se confrontent. C'est que, premièrement, au même moment, puisqu'on n'a pas que des merdes dans la vie, je gagne une imprimante 3D, j'y connais rien.
hein, je fais pas, j'ai jamais fait d'impression 3D. Et je gagne une imprimante 3D. Et alors, hop, je rajoute une cinquième question. Quelle est ta première imprimante 3D, hein? C'était une Creality, je crois que c'est une CR5 Pro, c'est possible, ça existe encore. Enfin, j'en ai tellement vu, je vérifie ça directement avec vous. Ah non, voilà, c'est la Creality Ender 5 Pro. Je gagne cette imprimante, une Creality Ender 5 Pro. Et je commence à chipoter avec. J'ai mal à ce moment-là, j'ai très mal à mes doigts et pour la monter c'est un peu une galère. Et puis j'y connais rien, j'ai galéré avec le nivellement du plateau, enfin voilà, tout ça. Et mais je commence à y prendre quand même un petit plaisir. Et à côté de ça, pour ma transition professionnelle, je me dis je veux faire quelque chose d'un peu plus manuel. En fait, c'est probablement avoir envie de contrariété. Je me dis, puisque mon corps est occupé de me dire que je peux moins utiliser mon corps, je vais lui dire d'aller se faire voir et je vais vouloir utiliser plus mon corps. Je fais je commence à jouer ici le soir d'abord dans mon bureau sur un petit coin de table avec cette imprimante et je sors 2-3 brôles. Puis très vite, je me rends compte que c'est pas mal de le peindre. Alors je m'achète des marqueurs acryliques. Et je fais des trucs ignobles. D'ailleurs, regardez ça, c'est l'une de mes premières. Enfin, ça c'est voilà, je fais ça quoi. Hein. On est il y a à peu près 4 ans. Voilà. Et je fais ça et très vite je me rends compte que il y a moyen d'investir un peu plus. Et j'ai la chance à ce moment-là de pas être complètement dans le besoin financièrement et je dépense beaucoup d'argent. Et à ce titre, je dois remercier ma femme qui a beaucoup râlé parce que je dépensais beaucoup trop de sous, mais qui malgré tout m'a beaucoup soutenu quand même malgré tout. Donc voilà, et si maintenant la chaîne existe, c'est aussi grâce à sa patience. Donc ça, je dois la remercier pour ça. Et donc voilà, je me débrouille de plus en plus dans mon loisir. Hein, je commence à me rendre compte que l'impression 3D, ça vient bien, j'aime bien. Je maîtrise de plus en plus, j'y passe un temps dingue à me mettre dedans. Et puis à côté de ça, je commence à essayer d'apprendre à peindre. Et ça, la peinture, c'était important pour ma main. C'est difficile pour moi de peindre. J'ai la main qui tremble quand je peins. Et puis j'ai d'autres j'ai d'autres affections neurologiques, notamment une au niveau de l'oreille où j'ai l'impression qu'il y a une fourmi qui me bouffe en permanence l'intérieur de l'oreille. Donc des fois comme ça c'est compliqué, mais je veux me prouver à moi-même que je suis capable de le faire. Donc j'investis de plus en plus, j'apprends de plus en plus de techniques, j'apprends. J'apprends. Et ça s'améliore de plus en plus. Et voilà, là je vous avais montré la photo d'un truc que j'avais fait, ça vous avez vu si vous suivez ma chaîne ce que maintenant je suis capable de faire grâce à la peinture. Et donc cette courbe de progression, elle est arrivée un peu naturellement avec à force de travail. Hein. Je pense pas que je suis doué en quoi que ce soit. C'est juste que j'y ai mis du temps et du travail. Et le fait d'oser comme ça et de voir quand même un certain progrès grâce au travail, je me dis, ma transition professionnelle, je vais peut-être oser ce que j'ai toujours voulu faire en fait. Quand j'étais ado, j'avais voulu faire des études d'infographie. Alors mon parcours de vie était un peu compliqué et au final, je me suis dit je vais aller à l'UNIF. J'avais pas vraiment les moyens de faire ça. J'ai arrêté pour subvenir à mes besoins et tout ça. Et puis j'ai repris l'UNIF sur le tard. Hein. J'avais déjà 22 ans quand je l'ai fait. Et là, je réussis très bien mes études de sociologie. Et puis voilà, la carrière a suivi. Il faut savoir aussi que j'étais mon parcours de vie a été un peu compliqué à ce moment-là. J'étais en dernière année à l'université et mon boutchou, mon garçon qui maintenant est grand, puisqu'il va sur ses 18 ans, je me suis retrouvé seul avec lui et voilà, je devais mener de front mon mémoire et ma dernière année à l'université et être un papa solo que j'ai été pendant pratiquement 5 ans, puisque j'ai rencontré mon épouse actuelle, qui est donc une seconde noce, quand il avait 5 ans. Donc voilà. Et donc j'ai fait un choix de carrière aussi à ce moment-là qui était alimentaire, qui était je veux le plus de sécurité possible pour mon fils, et donc je vais pas prendre des risques de faire un boulot qui me botte un peu plus, je vais devenir fonctionnaire.
Et voilà, le parcours s'est suivi comme ça, sans forcément que ce soit des domaines de passion pour moi. Et donc j'arrive à ce moment où je me dis, bah, tiens, il me faut de la passion, il me faut de la passion. Et voilà, la passion, ben, j'aimais bien moi l'infographie, j'adorais l'infographie. Et on parle l'infographie des années 1997, 98 à peu près à ce moment-là, hein, quand j'avais 17-18 ans, puisque je suis de 1981. Et c'est des choses que j'ai toujours aimées, mais je me disais, mais en fait, je suis pas doué en dessin, ça sert à rien que je fasse de l'infographie, je suis nul. Enfin, bref, voilà, et c'est des artistes qui font ça, moi je suis pas un artiste. Et puis là, je me suis dit, ben, ok, je vais me payer une école privée de communication graphique et on verra bien. Et là, ben, je fais mes travaux, je fais mes devoirs et les devoirs, ben, les profs me félicitent, me récompensent, ils trouvent que ce que je fais est très très bien, j'ai des excellents points. Et voilà, hein, pendant toute la période où j'étais en reconversion professionnelle, j'ai suivi cette école supérieure d'art avec des résultats vraiment très très bien et ça m'a mis en confiance. Et voilà, au final, ben, maintenant, mon boulot, c'est graphiste. En plus d'être bavard, hein, mais ça, je crois que vous vous en êtes déjà rendu compte. Eh ben, je suis graphiste et je travaille pour une agence d'État et dans le service de communication. Alors, je fais de la communication générale, mais moi, mes compétences au sein de l'équipe, c'est principalement le graphisme. Voilà pour 5 questions répondues en même temps. Hein, donc, voilà, de ce côté-là. Alors, une question que vous avez entendue. On a déjà vu les mains de mon fiston dans une vidéo. Donc, j'ai 2 garçons et une belle-fille. Voilà. Et donc, on a une famille recomposée avec mon épouse, le plus petit, Maël, que vous avez déjà... dont vous avez vu des mains dans des vidéos, parce que je suis très protecteur de l'image de ma famille, et donc je pense que je ne mets jamais même de photos de mes enfants sur Facebook, par exemple, ou Instagram, vous ne verrez pas ça. Et donc Maël, ben, j'ai accepté pour lui faire plaisir qu'on entende sa voix et qu'on voit ses mains dans une de mes vidéos, mais je ne vais pas faire des photos ou des vidéos en mettant mes enfants en scène pour faire des vues, par exemple, enfin, et même pour lui faire plaisir à lui, parce que voilà, je n'ai pas envie qu'il soit exposé d'une manière ou d'une autre à la méchanceté et la haine qu'on peut avoir des fois sur les réseaux sociaux. Donc voilà, ça c'est réponse à la question, quelle est ma composition familiale, hein, comment est-ce que je vis comme ça. Alors, et je vais peut-être m'arrêter avec cette question, est-ce que d'autres youtubeurs t'ont inspiré? Alors j'ai une autre question, la même qui est formulée autrement. Est-ce que toi aussi tu t'es servi de YouTube pour apprendre l'impression 3D? Alors oui, je me suis servi de YouTube pour apprendre l'impression 3D. Et c'est un peu ce qui m'a amené au format que je donnais, c'est que j'ai souvent été frustré. Déjà, j'ai mon côté boomer et je l'assume. J'ai vu des vidéos avec un format qui m'agaçait. J'étais intéressé de savoir ce que le youtubeur avait à dire sur l'imprimante, mais il le faisait de manière hyper kinétique avec des montages qui correspondent peut-être à ce que mes enfants aiment avoir comme montage et comme rythme de vidéo sur YouTube, mais pas des montages qui me plaisent à moi. Ça m'énerve, enfin, moi j'aime pas l'hyperkinétisme, qu'on est obligé d'en faire des caisses, qu'on arrive à les vignettes, enfin, toute cette grammaire de fonctionnement, je la trouve ridicule. Et vraiment, je déteste ça. Mais, j'étais obligé de devoir le subir pour avoir une vue un peu plus complète sur certaines imprimantes parce que malheureusement c'est voilà ce format-là. Alors ils n'étaient pas tous comme ça et donc je réponds à la première question que j'ai citée là. Oui, j'ai suivi des youtubeurs que je continue à considérer comme étant des références pour moi. Le Guerro Loco en est une. J'aimais bien Heliox à ses débuts. J'aime beaucoup moins Heliox maintenant. J'ai beaucoup regardé les vidéos de Mitsu 3D. Qui m'a beaucoup appris.
et qui maintenant fait partie de mes contacts privilégiés dans le monde de l'impression 3D, et c'est quelqu'un que j'apprécie vraiment beaucoup. JS Tech aussi, et j'ai envie de dire, si vous voyez, je me suis un peu inspiré de leur code aussi, en y mettant ma personnalité, mais c'est des montages simples, ils en font pas des caisses, ils montrent beaucoup les choses, et je pense, j'espère, parce que sinon ça veut dire que j'ai été trompé, mais qui conserve une certaine éthique dans... voilà, je tiens à cœur de dire ce que je pense. J'ai pas envie de détruire une marque pour le plaisir de la détruire. Et je suis quelqu'un qui est plutôt un bon public, je pense, donc vous entendez rarement des trucs disant « Ah, ça c'est vraiment de la merde ». J'aime bien montrer simplement et que les gens se posent des questions, et c'est ce que j'ai retrouvé sur ces chaînes YouTube là. Donc voilà. Après, j'ai pas regardé 50 millions de chaînes. Il y a, dès que j'ai vu, parce que j'étais intéressé par une imprimante, et puis je testais le nom de cette, enfin je tapais le nom de cette imprimante, et puis on voyait bien ce qui en sortait. J'ai regardé beaucoup aussi de chaînes anglo-saxonnes, mais j'ai trouvé peu de chaînes anglo-saxonnes qui allaient dans le format que j'aime bien. Je pense qu'ils sont encore plus dans ce format que je trouve ridicule sur les chaînes anglo-saxonnes. Mais donc voilà, oui, clairement, comme vous, j'ai appris en chipotant et en regardant YouTube. Et ah oui, et ce que je voulais dire, c'était, mais finalement, c'est ce qui m'a décidé à faire ma chaîne YouTube et à faire le format, c'est de dire, peut-être que ce que je n'ai pas trouvé, certaines choses où j'aurais aimé avoir des choses un peu plus concrètes, me montrer en termes de post-production, en termes, j'ai envie de faire ça pour les grands débutants, pour qu'ils se sentent plus à l'aise, et c'est ça qui a motivé l'initiative de la chaîne. Voilà, la vidéo comme d'habitude est encore beaucoup trop longue par rapport à ce que je comptais faire à la base. Je vais voir ce que j'arrive à couper au montage pour que ce soit digeste, mais je suis désolé si c'est déjà encore trop long et que c'est indigeste. N'oubliez pas que bientôt il y aura la possibilité de gagner une imprimante, donc une JG Maker R1 sur ma chaîne, et ce sera au moment de la sortie de cette vidéo là, et c'est un peu le cadeau pour vous remercier des 50 000 abonnés. Alors, je vais pas l'offrir à tout le monde, hein. J'en ai pas 50 000 dans mon atelier. Il y en aura une, celle que j'ai eue en test, que j'offrirai, hein, que ce soit clair. Et pour le reste, n'hésitez pas à bombarder de commentaires et de questions suite à cette vidéo. J'y répondrai peut-être de manière plus précise par écrit. Même si maintenant, comme je commence à avoir de plus en plus de demandes et de questions, ça met des fois 2, 3, 4 jours pour répondre aux commentaires. Je réponds à tous les commentaires, et ça c'est quelque chose auquel je tiens. Même les commentaires désagréables, j'y réponds. J'ai bloqué une personne pour le moment, et elle se reconnaîtra si elle me regarde, et je crois qu'elle me regarde plus. Donc n'ayez pas peur de poser vos questions dans les commentaires. Outre le fait que vous obtiendrez une réponse et que moi je vois un petit peu quelles sont vos attentes, ça aide aussi la vidéo à se faire visibiliser. Donc c'est que du gagnant-gagnant. Allez, merci d'avoir regardé, et je vous dis à une prochaine vidéo qui viendra très vite, puisque comme j'avais oublié cette vidéo FAQ, peut-être même bien que ce soir déjà il y aura une autre vidéo, puisque je suis occupé de terminer le montage d'un test de la Neptune 4 Max. Allez, à bientôt.